Ce samedi 13 décembre, la Chine commémore le massacre commis par l'armée japonaise en 1937. Une date hautement symbolique alors que les relations entre Pékin et Tokyo sont de nouveau tendues. Donc ce massacre il avait été perpétré à Nankin. Les relations entre les deux pays sont très compliquées et on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Emmanuel Véron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Chine. Rappelez-nous déjà pourquoi Nankin reste un traumatisme pour la Chine, pour les Chinois. Oui, Nankin, donc, qui se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de la ville de Shanghai. 1937, c'est une époque extrêmement sombre pour l'ensemble de l'Asie orientale, puisqu'on est sur une phase d'expansion de l'empire japonais, un empire révisionniste, un empire extrêmement autoritaire, sinon totalitaire, et qui va commettre un certain nombre de violences, notamment en Chine, à l'époque République de Chine, mais également en Corée. Et Nankin restera extrêmement fort dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un massacre de civils, de populations civiles essentiellement, d'enfants, de femmes, etc. Et le mémorial qui est aujourd'hui à Nankin, érigé d'ailleurs par les communistes, la République populaire de Chine, qui n'existait pas à l'époque, en 1937, compterait le nombre de victimes autour de 300 000 individus, 300 000 Chinois. Ce sujet-là, aujourd'hui, est puissamment important dans la relation bilatérale sino-japonaise, parce que côté japonais, il y a une logique de révisionniste avec donc le fait de nier encore ce qui s'est passé ou de minimiser. Exactement. Et côté Chine communiste, eh bien évidemment, c'est un levier pour essayer de rallier à sa cause la population chinoise contre un Japon révisionniste, violent, etc., etc. Alors là, les relations entre les deux pays vraiment sont exécrables, surtout depuis la nomination de la nouvelle première ministre japonaise. Sur fond de Taïwan, elle s'est montrée extrêmement belliqueuse. Oui, et en fait, on voit bien qu'il y a une logique à décorréler les faits historiques, 1937, les massacres d'un Japon impérial et des troupes impériales, de l'armée impériale, etc., des années 30, avec la période contemporaine que nous vivons. Le monde n'est plus tout à fait le même. Les logiques et les rapports de force ne sont plus tout à fait les mêmes. Effectivement, il y a eu l'élection de cette nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, qui est réputée pour être l'aile droite du parti à droite, PLD au Japon, qui était le parti de Shinzo Abe, mais qui est élu et qui représente la perception et en tout cas une large partie de l'opinion publique interne du Japon. Sur cette trajectoire politique, le Parti communiste chinois va pouvoir quelque part souffler sur des braises et montrer que le Japon serait dans une logique d'agressivité. En fait, la logique est bien celle d'un renversement stratégique où aujourd'hui on a une Chine communiste qui est extrêmement agressive, notamment dans ses périphéries maritimes. C'est la question de Taïwan, c'est la question d'une large partie de l'archipel au sud du Japon, mais également de la Corée du Sud. Et là, quand même, on a vu qu'il y avait des manœuvres militaires, en tout cas d'intimidation, de part et d'autre. Est-ce que ça pourrait aller plus loin ? Et vous allez aussi, on va revenir sur le rôle des Américains. Oui, on se souvient d'ailleurs, lors du retour au pouvoir de Shinzo Abe 2012, et d'ailleurs l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping à peu près à la même période, en 2012-2013, un regain de tension bilatérale, d'un côté chinois, de l'autre japonais, avec une expression de l'usage de la force maîtrisée, incursion d'avions, incursion de navires dans les espaces, ou en tout cas les zones d'identification aérienne d'un côté et navale de l'autre du Japon, de la part des forces chinoises. Aujourd'hui, l'outil militaire chinois est incommensurablement plus gros, plus volumineux, plus important que ce qu'il était en 2012-2013. Et on a cet usage, cet outil militaire qui va en direction des îles du Japon et également de Taïwan. Alors quelle est la stratégie de cette première ministre japonaise ? Puisque, comme vous nous le dites, le rapport de force n'est absolument pas le même. C'est pour montrer que le Japon compte et qu'elle compte surtout sur ses alliés américains ? Que le Japon n'est pas effacé de l'histoire, malgré la montée en puissance de la Chine, tant du point de vue militaire qu'industriel ou technologique, que le Japon continue d'exister en Asie orientale, continue d'investir et continue d'être puissante, qui est une puissance militaire qui est en train de se réformer, qui est en train d'évoluer au cœur de sa constitution post-1945 et Seconde Guerre mondiale, et donc de ce fameux Japon impérial, mais également que le Japon continue d'être inscrit, et vient ici le rôle des États-Unis, est inscrit dans un jeu d'alliances régionales, qu'on dirait Indo-Pacifique ou Asie-Pacifique. On se souvient bien de la visite lors du sommet de la PEC Asie-Pacifique en Corée du Sud il y a quelques semaines, où Trump a tout de suite rencontré Sanae Takaichi et ont d'ailleurs montré à la face du monde, et notamment de l'Asie et destination de la Chine populaire d'abord, que ce renforcement du lien stratégico-militaire était bien là, et que dans cette logique-là, Sanae Takaichi a dit
le sujet de Taïwan est devenu si important qu'il est pour nous un sujet de sécurité imminent, est un sujet de sécurité prioritaire. Même si ça crée effectivement de nouvelles tensions avec la Chine. Merci infiniment, Emmanuel Véron, d'avoir accepté notre invitation.